Mario David, bonjour. Vous êtes portugais. Au départ, vous êtes médecin converti à la politique. Vous avez notamment travaillé avec José Manuel Barroso lors de sa première élection à la tête de la Commission européenne. Et aujourd'hui, vous êtes député européen. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi une portion de hummus, un plat traditionnel égyptien ou libyen, des pays auxquels vous vous intéressez de près, de très près. Alors, tout le monde dit qu'on est en train de vivre des moments historiques dans le monde arabe. Comment l'Union européenne peut-elle être aujourd'hui aux côtés de cette démocratie naissante après avoir été aussi longtemps aux côtés des dictatures? Bon, la question, bien sûr, doit se poser, mais est-ce qu'on doit faire mea culpa ou bien est-ce qu'on doit dire c'était une période, bien sûr, où c'était ces pouvoirs-là qui étaient en place et que ce qu'on a essayé de faire, c'est de travailler avec les gens qui sont en place. La réelle politique. Oui, parce que je ne veux pas qu'on soit hypocrite. Parce qu'on n'en parle pas aussi des changements qu'on aimerait bien voir dans la voie de la démocratie dans d'autres continents, dans d'autres pays qui sont nos grands partenaires commerciaux, et pourtant on n'en parle pas. Et il n'y a pas eu pas mal de problèmes aussi des droits de l'homme, et il y a toujours des grands problèmes de droits de l'homme dans ces pays-là. Et donc je ne veux pas me auto-flageller. Si ça existe en français. Et donc, je crois que ce qu'il faut, c'est tourner la page, c'est bien sûr encourager les démocraties. Endémique, contre un chômage qui est systémique. Et donc, je crois que l'Union européenne doit faire tout ce qu'elle est appelée à faire. Donc, on ne doit rien imposer, mais on doit être très disponible pour toute aide qui nous soit demandée. Ouais. Alors, vous avez regretté que l'Europe n'était pas assez présente dans ces dossiers des révolutions arabes. Autrement dit, on entend la France, on entend la France, on entend l'Allemagne, mais on n'entend pas l'Union européenne. Mais la critique, c'est celle-ci, justement. Parce qu'on a le traité de Lisbonne, on a le service d'action extérieure, etc. Et pourtant, on continue d'assister à tous les chancelleries, à tous les ministères des Affaires étrangères, à toutes les démocraties qui agissent comme si rien n'existait au niveau européen. Et ce qui me gêne surtout, c'est le fait que nous voyons nos dirigeants qui sont engagés, c'est pas le contenu, c'est la forme. Bien sûr, parce que je souscris à ce qui a été signé et les commentaires qui ont été faits conjointement par Berlin, par Paris, par Londres, Madrid, Rome, etc. Ce que je voudrais, c'était que ce soit l'Union européenne qui parle au nom d'eux. Et donc, je crois que ça amènerait un valeur ajoutée, justement, pour que l'Union européenne puisse être présente dans la scène internationale avec les outils qu'elle s'est voulu donner. Alors, je vous interromps, parce que vous le voyez, des petits parasites qui apparaissent, et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. Regarde. Nous sommes des représentants de la communauté libyenne de Belgique. Nous avons quelques requêtes concernant l'Union européenne. Premièrement, nous souhaitons que l'Union entre en contact immédiatement avec le gouvernement de transition dirigé par l'ancien ministre de la Justice. Deuxièmement, l'Europe doit reconnaître que le gouvernement de Kadhafi n'est pas représentatif du peuple libyen. Troisièmement, l'Europe devrait faire pression sur l'Union africaine et les pays d'Afrique qui collaborent encore avec le régime Kadhafi. Et dernièrement, nous voudrions savoir combien de temps vous allez mettre pour répondre et aider le peuple libyen après tous les dégâts qui ont été faits. Réponse ? Je crois que je pourrais souscrire à toutes ces questions aussi en disant que la réponse doit être oui à toutes les requêtes qui nous sont faites. Tout d'abord, il y a déjà, encore une fois, il y a pas mal de gouvernements européens qui ont déjà envoyé des missions diplomatiques à Benghazi, etc. Les Italiens, les Français, les Britanniques, qui sont déjà sur place. L'Union européenne le fait aussi. Peut-être qu'elle le fait avec plus de discrétion.
Et je crois que dans ce genre de diplomatie, j'ai été aussi au gouvernement, au ministère des Affaires étrangères, je sais un petit peu de quoi j'en parle, parfois la discrétion est aussi une très belle arme et un outil fort intéressant. Et ne craignez pas, l'Union européenne est déjà en train de le faire. Mais on devrait se réjouir quand même de ce qui se passe en Libye. On a parfois l'impression que l'Europe est davantage préoccupée par un éventuel afflux d'immigrés. Ces immigrés, par exemple, ces migrants, on doit les accueillir ou est-ce qu'on doit essayer de les refouler ? Non, ce qu'il faut voir, c'est pourquoi est-ce que ces immigrés arrivent chez nous. Remarquez, ce ne sont que des immigrés tunisiens qui sont arrivés ces dernières 2-3 semaines. Ce ne sont pas les Libyens qui arrivent sur Lampedusa et sur la côte européenne. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout créer un grand plan économique, je ne veux pas appeler du plan Marshall parce que ça c'était avec un autre contenu historique, mais d'avoir un plan pour la démocratie, pour le développement de ces peuples-là, qui d'ailleurs a été proposé déjà par le président Barroso, de façon à qu'on puisse créer davantage des conditions économiques pour que les gens puissent se développer. Et ce n'est qu'à notre avantage aussi, parce que ce seront des consommateurs de plus que nous aurions juste à notre côté. Vous avez parlé de plan Marshall, ça rejoint la question d'une internaute, Noémie Kubik de Varsovie. On parle déjà d'un plan Marshall pour les pays arabes qui se sont révoltés. Loin de moi l'idée de leur refuser une aide, mais en pleine crise économique, cette aide risque de se faire au détriment des pays de l'Europe de l'Est qui en ont également bien besoin. Non, il faut bien diviser les deux choses. L'une, c'est le développement, la solidarité que l'Union européenne doit exprimer vis-à-vis des pays qui sont moins développés. Et pour ça, nous avons les fonds structurels, etc. Et tout ça doit continuer comme si rien n'existait, comme s'il n'y avait pas de crise. Parce que ce que nous voulons, c'est effectivement que l'Union européenne puisse, tous les citoyens puissent aboutir le meilleur stade de confort possible. D'autre part, c'est la question de la politique de voisinage. Et ici, lorsqu'on parle de ces fonds, ce sont les fonds de la politique de voisinage. Ce ne sont pas des millions, ce seront des milliards, bien sûr. Mais nous devons faire tout l'effort, soit avec la BEI, soit avec la BERD aussi, qui doit changer ses statuts pour pouvoir se mêler là-dedans. Et je crois que si on parle moins de 6 milliards, on joue, parce que on ne pourra rien faire de palpable, de réalisable. Et faut pas. Donc ce qu'on parle, c'est tout simplement de l'argent qui sera mis à la disposition de la politique de voisinage. C'est de ça que l'on parle et pas des fonds pour l'Union européenne elle-même. Merci Berio David d'être venu au bar de l'Europe et je vous invite à plonger dans ce homos. On y va parce que ça, effectivement, c'est de ma région, disons.